Bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous rendre disponibles. Merci. Vous êtes assez nombreux comparé aux autres confs. Donc, je suis vraiment ravi de vous voir, de vous accueillir ici dans ce bel espace que nous réserve Équipe Auto depuis le début de la semaine. On est sur ce salon, sur une très belle, j'ai l'impression, 26e édition d'Équipe Auto. Il y a beaucoup de belles choses. Il y a une vraie dynamique depuis mardi. Il y a des nouveaux produits, du service, etc. Donc, on est vraiment dans la lignée d'un beau salon, mais comme la semaine a été un petit peu fatigante et usante pour les corps et les têtes, on vous propose de se poser 45 minutes, de réfléchir, de discuter tous ensemble d'un sujet qui est très important. Alors, depuis qu'a ouvert Équipe Auto mardi, vous êtes peut-être sans doute même baladé dans les allées et vous avez peut-être relevé le paradoxe que je vais vous relever, à savoir qu'ici, à la porte de Versailles, le pneumatique n'est pas le secteur d'activité le plus ou le mieux représenté. Il y a en dessous de ce hall quelques acteurs de renom, .s, Continental et ailleurs, mais Continental est là quand même. Il y a Euromaster, il y a des distributeurs, etc. Mais en termes d'un point de vue quantitatif, le pneumatique n'est pas le secteur le mieux représenté. Ceci étant, et c'est là où je voulais en venir, si on cherche un peu, si on fouille sur les stands, il est régulièrement question de pneumatique, soit directement avec le produit, soit avec des services, avec du matériel qui va avec. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on vous propose une conf intitulée « Quand le pneu redevient un enjeu ». Cette conf, elle est partie d'un constat qui n'est pas nouveau, que beaucoup se sont fait ces dernières années, à savoir que le pneu était jugé difficile à rentabiliser, compliqué à vendre, pénible à manipuler. Et en fait, pendant de longues années, le pneu a été un petit peu le parent pauvre de l'après-vente. Il a été un petit peu délaissé par les professionnels du secteur. Et puis, il y a eu un virage qui s'est opéré il y a 4-5 ans. Cette activité qui reste l'une des premières raisons d'entrée en atelier a retrouvé de l'intérêt dans toutes les strates de la profession. Et c'est ça aussi qu'il faut noter. On pourrait donner quelques exemples. Par exemple, chez les constructeurs, on a Nissan qui a redéfini il y a 4 ans son programme après-vente, le club après-vente, dans lequel le pneu a une place majeure. On pourrait aussi parler de Renault qui a un programme dédié, qui a encadré, formalisé son activité pneu dans le R programme, avec l'objectif de rendre cette activité beaucoup plus performante dans ses ateliers. Et puis, côté après-vente pure, chez les acteurs traditionnels, on pourrait parler notamment d'Autodistribution, qui, à 4 ans, a conclu un accord avec les AO. C'était un peu la première pierre de la relance de cette activité chez eux. Depuis, ils ont enrichi leur offre, ils l'ont développée, et il ne manque jamais une occasion de relever qu'ils sont très performants et très contents d'avoir fait ce choix sur le pneumatique. Et puis, si on s'en tient à l'actualité récente, figurez-vous que cette semaine, on a appris qu'Alternative Autoparts avait noué un important accord avec le groupe Districash pour récupérer les 6 plateformes de pièces de rechange du distributeur charentais, mais aussi pour pouvoir s'appuyer sur celui-ci pour son activité après-vente et pour son activité pneumatique et celle de ses adhérents. Voilà. Tout ça pour dire quoi ? Que le pneu, effectivement, redevient un enjeu. En tout cas, on en parle de plus en plus. On aurait pu citer d'autres exemples sur le salon. Il y a eu pas mal d'actualités qui sont liées à tout ça. Aujourd'hui, l'heure, clairement, est à la réflexion, à l'action pour structurer ou restructurer, selon les cas de figure, cette démarche. Et pour nous parler de tout ça, on accueille cet après-midi 2 personnalités, 2 grands professionnels du secteur. Je vous demande d'accueillir Oliver Schneider, directeur général de Continental France, et Christophe Rollet, directeur général de .s. Je vais m'asseoir, messieurs, parce que c'est pas plus cher comme ça. Hop, si vous le permettez. Messieurs, déjà, très basiquement, sur l'intitulé même de la conférence, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais moi j'ai envie de savoir, d'avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que, Christophe, Oliver, est-ce que vous êtes d'accord avec cet intitulé et sur le fait que le pneu retrouve de l'intérêt dans votre profession ? Je ne sais pas qui veut commencer. Christophe, allez-y. Ou Oliver, comme vous voulez. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien entendu que le pneu a été, est et va devenir un vrai enjeu dans la profession. Alors il y a plusieurs enjeux et plusieurs types de pneus également. Alors on va parler surtout de pneus VL aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier, et .s et Continental en sont aussi des acteurs importants,
qu'il y a les parties industrielles, agro-industrielles et j'en passe. Et c'est déjà un enjeu considérable, puisqu'on est parmi des acteurs presque uniques, en tout cas de ce marché. Financièrement, c'est un enjeu conséquent. Le pneu aujourd'hui, c'est plusieurs milliards d'euros au niveau France et des centaines de milliards d'euros au niveau Europe. Et puis sur le pneu TC4, c'est un enjeu considérable parce que hier, les véhicules roulaient sur des pneus. Aujourd'hui, ils roulent toujours sur des pneus. Contrairement à ce que certains fabricants, notamment, nous prédisaient il y a une vingtaine d'années, on nous disait que le pneu, ça serait terminé. Et je pense qu'on est parti, on en reparlera certainement par la suite, pour encore de nombreuses décennies avec le pneu qui est au centre du véhicule, puisque c'est encore ce qui le relie et qui le reliera en liaison au sol à la route. Oliver, votre point de vue sur tout ça ? Tout à fait. Donc déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, le pneumatique pour Continental, c'est un petit peu comme la description que vous avez donnée tout à l'heure, c'est-à-dire Conti aujourd'hui, on est surtout connu pour le pneu, hein, du moins au niveau du grand public, on va dire. Mais aujourd'hui, Conti, c'est vraiment une tech compagnie. C'est-à-dire aujourd'hui, on est une entreprise allemande, clairement, mais voilà, on fait énormément de produits qui vont de la caméra, des systèmes informatiques embarqués, etc., et forcément aussi le pneumatique. Voilà, on est quand même 6000 collaborateurs en France, quasiment 2000 ingénieurs R&D à Toulouse pour toute la partie non pneumatique. Mais maintenant, pour revenir vraiment sur la question, oui, pour Conti, forcément, le pneu a toujours été un enjeu majeur. 3 axes principaux pour nous. Le premier qui est l'aspect sécuritaire, parce que voilà, on le rappelle pas assez souvent, mais vraiment le pneu, c'est le seul élément qui relie la voiture à la route. C'est l'équivalent de 4 cartes postales, donc c'est quand même ultra important. Le deuxième enjeu, l'enjeu business, je pense qu'on va en parler en détail au cours de cet après-midi. Clairement, ça a toujours été une raison d'entrée. Ça va le devenir d'autant plus. On parle beaucoup de l'électrification ou alors l'hydrogène qui est un petit peu dans le rétro de l'électrification. Tous ces véhicules continuent à rouler sur des pneumatiques. On sait aussi que forcément la partie entretien, comme on la connaît aujourd'hui, les vidanges, etc., ça va diminuer. Le pneumatique reste là. Donc la partie du pneu dans le chiffre d'affaires va encore augmenter dans les années à venir. Et juste le troisième enjeu, c'est l'enjeu en fait qu'on a sociétal, c'est-à-dire toute cette partie qu'on appelle sustainability pour prendre le terme anglais, mais c'est l'environnement qu'on a avec nos produits, la façon dont on produit nos produits, l'usage des pneumatiques sur l'impact environnemental. Là, messieurs, on parle d'une tendance et d'une impression qui est ressentie par vos groupes respectifs, très impliqués forcément sur cette question et sur le pneu. Mais dans votre écosystème, auprès de vos partenaires, de vos interlocuteurs, est-ce que vous avez senti que certains étaient plus ou moins concernés ces dernières années par cet enjeu-là ? Et est-ce que vous avez aussi l'impression que certains aujourd'hui s'y intéressent plus fortement que dans un passé récent, quoi ? Oui, complètement. Ça a été, vous le disiez à l'instant, Romain, un peu le parent pauvre de l'aftermarket pendant quelques années. Quand je dis pauvre, c'est un marché qui rapporte aussi beaucoup d'argent à ceux qui interviennent dessus. Mais c'est vrai que le pneu était un peu délaissé au profit d'autres révisions constructeurs, par exemple, d'autres activités d'entretien plus ou moins rapides sur les véhicules. À aujourd'hui, le pneu est considéré par l'ensemble de la profession aftermarket comme une vraie issue actuelle et surtout future, puisque, constatons-le ensemble, des grossistes pièces s'en intéressent fortement, vous le disiez à l'instant, des industriels également. Les constructeurs auto se sont remis à penser pneus aussi dans leur stratégie, et c'est que le début, je pense, d'une nouvelle ère pour eux également. Et puis restent les fidèles aux pneumatiques, que sont les fabricants de pneus, mais également les distributeurs dont le pneu est à l'origine, et qui n'ont jamais dévié de leur stratégie. Et je pense qu'elle va enfin arriver, non pas à son aboutissement, mais à une nouvelle évolution de profitabilité et de positionnement dans le marché. En clair, quand on est dans l'aftermarket, il faut vendre des pneus à ses clients. Christophe, vous qui êtes à la tête d'un réseau qui a le pneu clairement dans les gènes, dans les veines, enfin je ne sais pas comment on peut dire, mais là c'est dans son ADN très profond. Est-ce que c'est vrai quand même que les critiques qu'on a souvent émises et que j'ai essayé de condenser en 3 mots en intro, là, à savoir difficile à rentabiliser, à stocker, à manipuler, etc. Est-ce que c'est vrai que sur le terrain, ça c'est une réalité ? Le pneu, c'est pas une activité peut-être comme une autre et c'est plus complexe à gérer ? Elle est particulière sur plusieurs points ou plusieurs aspects. Premièrement, c'est quand même un des premiers produits de remplacement sur un véhicule. Donc c'est un appel prix ou offre en tout cas pour les consommateurs. Donc on est sur un marché très concurrentiel où j'ai entre guillemets envie de dire tout le monde vend des pneus aujourd'hui, s'ils savent bien ou pas bien les vendre, mais en tout cas tout le monde s'essaye aux pneumatiques.
Et puis, disons-le clairement, c'est un des rares marchés sur lesquels, dans l'automobile et en dehors, le monde du pneu appartient en grande partie aux fabricants. Ce qui pose aussi une problématique de prix et de positionnement de marché pour des enseignes ou des chefs d'entreprise ici présents indépendants. Ça fait deux difficultés à ce pneumatique qui, par définition, a souffert et par conséquence de ces deux aspects sur sa rentabilité, sur sa profitabilité. Mais bien géré, il y a également, Oliver en parlait à l'instant, de la prestation complémentaire. On peut parler de garantie sur le pneumatique, on peut parler de gardiennage sur le pneumatique. Enfin bref, il y a beaucoup de prestations qui peuvent être complémentaires. Et puis une valeur, les ateliers ont beaucoup investi, quels qu'ils soient, sur la formation des équipes, sur la qualité du matériel qu'ils utilisent. Et ça a un prix aussi auprès du consommateur qui doit faire la différence aujourd'hui, mais surtout pour les années à venir. Donc c'était un produit bataillé, mais ça va redevenir un produit rentable pour nous en tout cas et pour tous ceux qui l'utilisent aujourd'hui et demain. Oliver, je voulais vous interroger sur ce que vous m'avez dit en préparant cet échange, à savoir que vous, manufacturiez, dans cette période un peu d'entre-deux où le pneu était plus ou moins apprécié, vous aviez, selon vous, mais je pense que d'autres manufacturiers, je ne sais pas s'il y en a à la salle, partageront peut-être votre point de vue, vous aviez aussi votre part de responsabilité. Et vous, Manuf, vous avez aussi, vous êtes remis en question parce que effectivement, c'est peut-être aussi en développant, enfin vous allez nous expliquer, mais peut-être en développant l'offre, en la démultipliant, que vous avez complexifié le marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous êtes en partie responsable de peut-être pas le bon terme, mais bon, vous avez compris. Alors effectivement, Continental aujourd'hui, on est vraiment leader en Europe par rapport à la première monte, c'est-à-dire un véhicule sur 3 qui sort des chaînes de production des grands constructeurs, donc sont équipés en Conti. Donc forcément, pour répondre à ces cahiers de charges-là, qui sont extrêmement techniques, ambitieux, qui nous poussent toujours dans nos retranchements, eh bien, de temps en temps, effectivement, on développe des technologies, des choses qui différencient un pneu A à un pneumatique B. Et résultat, oui, on peut voir ça en tant qu'extérieur, une complexification, disons, de l'offre. Nous, sur la partie revente, ce qu'on essaie de faire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, on essaie vraiment d'avoir le bon produit adapté aux besoins de nos clients. C'est-à-dire, nous, Conti, par exemple, on a fait le choix de ne pas développer des gammes spécifiques électriques. Justement parce qu'on a eu cette prise de conscience et le parti pris, c'est en fait la réponse est la même. C'est-à-dire aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est la consommation, que ce soit la consommation d'un véhicule thermique, donc de l'essence, des hydrocarbures, etc., qui se traduit en CO2, ou pour un véhicule électrique, consommation de l'électrique, c'est-à-dire le minimum possible de kilowattheures au 100 km, donc un maximum de kilomètres avec une charge de batterie. Et en fait, la réponse, c'est la même. C'est une résistance au roulement poussée à l'extrême, sans compromettre évidemment les autres performances, la sécurité, etc. Donc voilà, il y a ce parti pris-là chez nous, effectivement, pour éviter de encore complexifier l'offre. Mais il est vrai que pour répondre aux besoins des constructeurs, surtout, il y a des pneumatiques spécifiques pour ces clients-là. Aujourd'hui, si je résume ou si j'essaye de poursuivre votre réflexion, vous êtes ou vous aimeriez être dans une logique de rationalisation des stocks, peut-être avoir toujours une offre qui réponde à tous les besoins, mais construite de façon différente ? Alors oui, on essaye justement d'optimiser en fait. Alors déjà, la première réponse, c'est laissez-nous stocker aussi en partie les pneumatiques et c'est notre responsabilité une fois de plus d'avoir la disponibilité à J+1 pour pouvoir justement répondre à tous ces besoins. Et après, effectivement, c'est tout un travail que toutes nos équipes sur le terrain, toutes nos forces de vente font avec nos clients, que ce soit les franchisés chez Christophe ou les autres enseignes. C'est selon où ils sont en France. On va avoir un conseil différent, c'est-à-dire en zone blanche, surtout maintenant avec la loi montagne, on va privilégier par exemple un pneu d'été d'un côté et un pneu hiver vraiment de l'autre. Alors que le collègue qui sera en Bretagne, on va plutôt le former sur l'été d'un côté, peut-être l'all season qui permettra de répondre à un besoin de partir par exemple au ski l'hiver tout en étant en accord avec cette nouvelle loi montagne. Ou un dernier exemple, c'est un client qui est par exemple spécialisé sur de l'industriel, qui a beaucoup de vannes, beaucoup de petites flottes. Là, on va pousser effectivement nos gammes, par exemple Van Ultra, qui sont vraiment plus robustes, plus de longévité, etc. Donc, c'est-à-dire la gamme, elle est complète, mais on essaye de conseiller nos clients de stocker et de vendre en fait aux clients le meilleur produit adapté aux besoins.
Si je peux rajouter un point, c'est dans la complexification de ce marché, issu des constructeurs auto, c'est le nombre de dimensions par véhicule. Oliver en faisait rapidement allusion, mais ça mérite d'être précisé. Aujourd'hui, sur les nouveaux véhicules, et quand je dis aujourd'hui, c'est même hier, qui sortent, nous impose un nombre de dimensions d'indices de charge et de vitesse complètement différents de ce qu'on a pu connaître il y a 15 ou 20 ans. Et ça, c'est une problématique complémentaire qui vient se rajouter à peut-être d'autres, que les distributeurs doivent aussi appréhender avec le soutien des fabricants, bien entendu, parce que ça devient plus compliqué de stocker, d'avoir le bon produit et qui répondent à la demande, parce que sur un même véhicule, il y a parfois plusieurs montes, plus que sur de la pièce, par exemple. Alors justement, Christophe, et pour rebondir sur ce que vient de dire Oliver, est-ce que c'est pas aussi la force et l'intérêt d'un réseau pour un adhérent sur le terrain d'avoir cet appui, ce conseil et in fine ne pas avoir un stock démesuré chez lui, quoi. Il peut s'appuyer sur sa tête de réseau pour avoir des délais, l'offre adaptée, etc. C'est là où ça a de la valeur. Oui, c'est même tout l'intérêt d'avoir une structure achat au sein du réseau dans lequel vous êtes, qui va vous permettre d'appréhender ce genre de difficultés pour optimiser à la fois votre stock et donc vos ventes et leur profitabilité, bien entendu. Après, les manufacturiers, pour certains, s'occupent de la distribution, le font, je pense, de la logistique, je veux dire, de leurs pneumatiques, le font de façon rationnelle et qualitative. Reste que sur l'approche compétences techniques, formation, moi qui ai connu le pneu depuis quelques années pour rester modeste, ça a bien changé, et je ne parle pas de Continental, mais au sens large du terme de tous les manufacturiers. L'approche, le conseil, la formation des équipes, des distributeurs est beaucoup moins flagrante, beaucoup moins importante qu'elle eût été, et ça c'est peut-être un point faible de notre marché, alors qu'elle devrait l'être bien davantage. Et quand on parle de support des fabricants, ce n'est pas un appel à l'aide, mais quelque part aussi une information. On a besoin de ces supports du fabricant du pneumatique pour nous aider à mieux le stocker, à mieux le proposer et donc à mieux le conseiller aux consommateurs. La transition est toute trouvée vers le thème suivant, à savoir sur le plan commercial. Alors déjà, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir la notion de gain. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce qu'on gagne aussi peu d'argent que certains veulent bien nous le faire croire sur le pneumatique? Non, il y aurait beaucoup moins de personnes qui s'en préoccupent. Donc on peut bien gérer, gagner encore de l'argent sur le pneu, bien heureusement. Et ça va continuer, ça va même augmenter. Oublions pas un autre phénomène, au-delà de l'aspect prix, j'ai envie de dire ponctuel, mais qui dure depuis un petit moment. C'est l'aspect augmentation de la gamme, du mix, en France et même en Europe, qui va et tend à rentabiliser, à profitabiliser davantage le produit. Donc on gagne là aussi, même si le mix marque, ne prêche pas pour ce que je dis pour l'instant, mais c'est que ponctuel, en tout cas je l'espère. L'aspect premium de notre marché français, l'aspect UHP également qui se développe, tend à améliorer également la profitabilité des fabricants, c'est un fait, mais des distributeurs aussi. À tous les deux, messieurs, est-ce que vous pourriez nous expliquer, si c'est le cas, hein, si les liens entre... alors je ne sais pas si Point S a des accords avec Continental, mais en tout cas, est-ce qu'entre la distribution et la fabrication, ces dernières années, les liens se sont resserrés pour que tout le monde y gagne, et notamment pour que les distributeurs aient une démarche beaucoup plus efficace, beaucoup plus performante sur le plan commercial? Est-ce que vous, par exemple, chez Continental, vous avez aidé vos distributeurs dans ce sens? Absolument, oui. Alors déjà peut-être juste un dernier commentaire sur ce qui a été dit par rapport à l'enjeu, on va dire. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, il est vraiment aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a le côté formation. Hein, je voulais juste rebondir là-dessus. Nous avons développé vraiment des modules de formation, d'accord. Donc cette année, il y a à peu près 2000 personnes qui sont quand même formées à travers nos modules qui sont vraiment customisés aux besoins du client. Ça peut être de la technique vraiment pure et dure sur la technicité du pneumatique, technique de vente, comment bien stocker, etc., etc. Donc là, on a toute une palette de choses qu'on propose évidemment aussi à nos clients. Donc pour revenir sur votre question, aujourd'hui, évidemment,
c'est un enjeu qu'on a ensemble, c'est-à-dire vraiment trouver des solutions main dans la main pour distribuer le pneumatique. Alors, à travers, par exemple, des actions commerciales. Cette année, bon, voilà, là, c'est un peu plus classique, mais plus d'une quarantaine d'actions qui sont déployées par Continental, par exemple, cette année, avec les différents... En France, oui, en France, tout à fait, avec les différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Après, on a la responsabilité de faciliter un petit peu la vente de nos produits, c'est-à-dire l'image de marque, la valeur de la marque. Alors, on a le Tour de France, par exemple, sur lequel nous travaillons beaucoup, donc Continental et le Tour de France. Enfin, voilà, il y a ces éléments-là, la formation, comme je viens de le dire. Donc, et après, évidemment, il y a un accompagnement aussi logistique, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, où on trouve des solutions ensemble, comment optimiser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Continental, on est également le leader en France des MDD, d'accord, donc des marques de distributeurs. Donc, on est ceux qui produisent un grand nombre de marques de distributeurs, et, bon, pour effectivement aussi avoir une offre complémentaire main dans la main avec la distribution. Est-ce que, messieurs, c'est une question que je n'avais pas prévu de vous poser, mais elle tombe sous le sens parce qu'on est ici à Equipoto. Or, dans la pièce détachée, il est beaucoup question de délais qui, à mesure que les années passent, se réduisent, quitte à en devenir parfois un peu un non-sens. Mais est-ce que l'enjeu de la distribution, de la livraison et de sa rapidité, donc, est réel dans votre profession ? C'en est un, ou en tout cas, ça en devient un. Notamment pour une raison, c'est les coûts de la logistique et des ressources énergétiques aussi, qui vont venir impacter directement le fabricant qui va l'intégrer dans ses prix. Et il faut que la profession de ceux qui vendent du pneu ou des pneus se formalise également à cette nouvelle donne du marché qui fait qu'on doit peut-être, comme la pièce, acheter en quantité un peu plus grande, sans forcément beaucoup stocker, parce que ça a un coût et qu'au final, le consommateur le paye. Et qu'à force de payer beaucoup de coûts, il arrivera un moment donné, et il est presque déjà arrivé, où il ne pourra plus payer tous ses coûts. Donc il y a une optimisation, en lien avec les fabricants également, à aller chercher sur la partie logistique. Mais je voulais également revenir sur un autre point qui a été cité, c'est qu'aujourd'hui, dans le marché du pneumatique, 4 enseignes sur 5 à peu près appartiennent à un fabricant. C'est un côté positif, c'est que ça a aseptisé le marché, si je puis dire, dans le sens où ils s'occupent eux-mêmes, pour leur propre réseau, de la partie marketing, de la partie formation, des équipes, etc. Pour les indépendants qu'il reste, ça a permis également de les pousser, de les inciter, et Point S en est le plus bel exemple, je pense, ou un de ceux en tout cas, à s'auto-organiser et à s'auto-former. Aujourd'hui, chez Point S, rien que sur le pneu, on forme 400 à 500 collaborateurs par an, d'accord, avec notre service formation intégré également. Et ça nous a poussé, comme il y a une quinzaine d'années sur le marketing ou d'autres aspects, à nous auto-organiser. Et je pense que le marché du pneu a gagné en qualité et surtout en retour client par rapport à ce qu'il était il y a peut-être 15 ou 20 ans. Un mot sur l'actualité du moment, mais en fait, elle reviendra tous les ans, jusqu'à temps que tout le monde connaisse ça, à savoir, il y a 2 éléments actuellement, c'est la loi montagne et le pneu toute saison. C'est un peu les deux phénomènes dont on parle le plus, et pour cause. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces phénomènes-là, qui sont... Alors, il y en a un, c'est un phénomène, la loi montagne, c'est une règle qui est contrainte, donc c'est subi pour les consommateurs. L'autre, c'est un phénomène commercial qui est sans doute beaucoup moins subi par les consommateurs. Est-ce que ces deux phénomènes-là ont une influence sur votre activité et permettent de replacer un peu le pneu dans les débats, quoi ? Alors, ça peut être vécu comme une contrainte, mais j'aimerais bien revenir là-dessus. En fait, l'idée de la loi montagne, c'est d'améliorer la sécurité, d'accord ? Donc, je peux comprendre le côté contraint, mais d'un autre côté... C'est pas mon point de vue, c'est oui, juste que oui, c'est ce qu'on entend dans la... Non, mais je suis d'accord, on est en phase. Oui, mais effectivement, c'est vraiment un sujet sécuritaire. C'est comme la ceinture de sécurité, etc. Une fois de plus, comme je le disais au départ, c'est 4 cartes postales qui relient le véhicule au sol. À l'époque, on parlait beaucoup de pneus neige, d'accord, mais on ne parle pas de pneus neige, on parle vraiment de pneus hiver. C'est-à-dire, à partir du moment où on descend dans les températures, on parle à peu près de 6-7 degrés, les gommes d'un pneu été n'ont plus les performances qu'un pneu tout temps, par exemple all season, ou un pneu hiver va apporter au véhicule pour justement assurer la liaison au sol. Donc il y a cet aspect-là, et donc une des réponses aujourd'hui, donc on connaît tous pneu été, pneu hiver justement, mais une autre réponse justement pour le client qui n'habite pas nécessairement dans une zone blanche, mais qui s'y rend peut-être de temps en temps, la réponse peut être tout à fait le pneumatique all season. Christophe, votre point de vue, est-ce que l'actualité favorise votre secteur ? Alors oui et non.
Je m'explique. Tout d'abord, c'est deux aspects différents. Totalement. Le 4 saisons et la loi montagne. Totalement. Il y en a un qui est plutôt bénéfique à la profession, je le pense, c'est la loi montagne, où effectivement ça peut être ressenti comme une contrainte, mais dans d'autres pays, les gens se plaignent tout le temps. Quand il y avait des bouchons dans les stations de ski, ils disaient mais quand c'est qu'on réagit et qu'on agit, et maintenant qu'il y en aura moins, j'espère, grâce à cette loi montagne, ils disent mais je suis obligé de monter mes pneus hiver. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le consommateur d'abord, et puis bien sûr pour l'ensemble de la profession qui va imposer, même si on a du mal à bien comprendre le découpage de l'État pour cette loi montagne, c'est quand même un bienfait pour l'ensemble de la profession et ceux qui font monter des pneus hiver sur leur véhicule. A l'inverse, le 4 saisons, alors c'est un avis et un parti pris, mais je pense que c'est un produit de fabricant. Je suis désolé, il y en a dans la salle, puis il y en a à mes côtés, mais pour moi c'est fait pour et par le fabricant. Et s'il y a une vraie demande, il ne faut pas la nier, elle vient surtout d'un fait, c'est la communication, l'impact médiatique très important, énorme même, que l'ensemble des fabricants de pneumatiques ont mis sur ce 4 saisons, qui au final ne rapporte que peu d'avantages à un distributeur indépendant comme Point S ou beaucoup d'autres dans la salle le sont aujourd'hui. Parce que ça engendre moins d'entrées. On a déjà été contraints sur le pneu hiver par la LME d'acheter nos pneus puis de les payer 45 jours après. Pour les anciens, il y en a quelques-uns dans la salle. Ce n'était pas le cas à une époque pas si lointaine. Et puis maintenant, nous voilà contraints de plus monter ou démonter les pneus pour un certain nombre de régions ou de départements en France. Pas tous, bien entendu, et fort heureusement. C'est un manque à gagner évident. On peut le prendre dans tous les sens. Pour nous, c'est un manque à gagner qui, au final, rentablement, financièrement, profitablement parlant, n'a pas rapporté grand-chose aux distributeurs. Peut-être plus aux fabricants. Il y a le côté client, c'est-à-dire le besoin client. Je comprends complètement les arguments et on le partage quelque part, vu qu'on vend les pneus été, les pneus hiver. Mais si on écoute le consommateur, le client final, lui, son parti pris, c'est être le moins occupé avec ce sujet-là du pneumatique. Donc c'est une réponse à un vrai besoin qu'on a développé, effectivement. C'est aussi un besoin qui est aujourd'hui demandé par la première monte. D'accord. Donc il y a des constructeurs automobiles, dont un du nord de l'Europe, qui aujourd'hui fait le pari uniquement de développer des pneumatiques 3 PMSS, donc enfin des pneumatiques de tout temps. Donc on répond à un besoin réel du client, que ce soit première monte, mais aussi du client final. Est-ce que, et ça va faire le lien aussi sur la partie responsabilité au sens large, est-ce que le client est sensible à la technicité, à la valeur ajoutée d'un pneumatique, ou est-ce qu'il continue de voir un truc rond et noir, quoi ? Est-ce que, parce qu'il y a clairement, avec le toute saison notamment, il y a une montée en gamme, en performance, en technicité du pneu, et ça, est-ce qu'on arrive déjà à l'expliquer dans les réseaux, et est-ce que ça a du sens auprès du client ? Alors oui et non, effectivement, on voit beaucoup ce sujet pneumatique tout temps, pour reprendre cet exemple-là dans la presse. Après, on a fait des sondages et on se rend compte, en fait, en interrogeant des clients lambda, que plus de 50% pensent déjà avoir des pneumatiques tout temps sur leur véhicule. Alors que la réalité, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Pourquoi ils pensent ça ? Parce que je roule toute l'année avec mon véhicule. Donc quelque part, on sent quand même qu'il y a encore un besoin d'éducation ou de formation aussi du client à faire. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on fait main dans la main avec la distribution. Je pense que le client commence à prendre conscience du poids du pneu dans son véhicule parce que le prix de son véhicule augmente. Donc il est conscient qu'à un moment donné, et l'actualité nous le confirme, qu'il va payer forcément un peu plus cher ses pneumatiques. Lui, ce qu'il recherche, c'est avant tout un conseil en fonction du véhicule qu'il a, des routes qu'il emprunte, du type de conduite qu'il a également. Et pour un professionnel du pneu, c'est une priorité. Au-delà de la marque ou du produit qu'on peut lui conseiller, c'est d'abord appréhender son attente pour pouvoir bien y répondre. Et je pense que là, on a une offre qui est suffisamment large et techniquement évoluée pour avoir une réponse, je dirais, à l'ensemble des problématiques terrain. Peut-être juste pour rajouter un dernier commentaire. Alors après, je pense qu'on a quasiment que des experts dans la salle, donc vous le savez, mais moi j'aime bien des images, c'est-à-dire entre un pneu par exemple été, asiatique, importé, et un pneu premium, que ce soit un Conti ou un autre premium, route mouillée, un véhicule lancé à 100 km/h, la distance de freinage peut aller jusqu'à 30 mètres. C'est plus de 2 semi-remorques quand même. Donc on a un vrai devoir aussi d'expliquer ça aux gens pour montrer que c'est pas juste une contrainte d'acheter un pneumatique, parce que voilà, on va pas se mentir, c'est pas nécessairement un achat plaisir, mais que ça a un vrai impact et un vrai rôle aussi sécuritaire pour soi-même, sa famille, mais aussi les autres.
Bien sûr. Et juste petite parenthèse sur ce que vous disiez avant, à savoir la notion de connaissance ou de méconnaissance des automobilistes au sujet pneus. Je vous invite à aller voir l'étude que fait depuis 2 ans le syndicat du pneu. Il y a une évolution, malgré tout, Dominique pourrait en parler, mais il y a encore du chemin à faire. Voilà, je vous laisse creuser ça. Sur un tout autre sujet, mais un sujet qui anime beaucoup notre société et ce salon en est aussi l'image, à savoir la question de la responsabilité, notamment environnementale. Est-ce que ça, c'est un élément important? Depuis des semaines ou des mois, c'est devenu un élément de communication crucial pour les manufacturiers de dire, de donner des taux de matériaux durables dans leur dernière création. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui parle au client? Parce que c'est quand même lui le but ultime de le toucher. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut le toucher? Alors effectivement, je pense, et surtout en France, d'après les études que nous avons, que le client est très... il relie vraiment quelque chose avec la sustainability, donc toute cette partie environnementale, et également par rapport aux pneumatiques. Alors après, pour nous, en tant que manufacturier, c'est pas nécessairement pour répondre à un besoin client, c'est notre responsabilité en fait, de réduire notre empreinte. Et c'est pour ça, donc chez Continental par exemple, donc on a des ambitions, hein, un petit peu comme tout le monde, à un horizon relativement lointain. Mais nous, ce qui est important, c'est qu'on n'attend pas des objets vraiment précis ou à des dates précises. Dès qu'une technologie nouvelle est prête, c'est le cas par exemple du Conti Retex, on a même eu on est très fiers, on a eu le coup de cœur là du salon par rapport à cette technologie. En fait, une dizaine de bouteilles plastiques, on les transforme en polyester pour refaire la carcasse du pneumatique. Aujourd'hui en série, disponible à l'achat pour les consommateurs. Mais ça, c'est qu'un volet. Après, il y a toute la partie usage du véhicule, donc toute la partie résistance au roulement, je pense, où on a aussi notre responsabilité aussi d'éduquer ensemble avec les constructeurs ce coup-ci le comportement, c'est-à-dire le pied droit sur l'accélérateur, l'impact que ça a sur la consommation, mais il y a toute la partie fin de vie également du pneumatique, où nous, la filiale du pneu, je pense qu'on est vraiment exemplaire sur ce sujet-là, parce qu'à travers, entre autres, Aliapur, hein, on récolte quand même l'intégralité des pneumatiques qu'on met sur le marché, on les récupère pour les revaloriser, les retraiter, les recycler, etc. en fin de vie. Christophe, votre point de vue sur cette question, sur cette notion de respect de l'environnement, est-ce que ça fait mouche sur le terrain? Oui, alors, sans parler, enfin, avant d'aborder la question, j'ai appris avec plaisir, et tout le monde aussi, qu'on allait rouler sur des bouteilles en plastique. C'est bien. Plus sérieusement, bien sûr, les réflexes de consommation des utilisateurs aujourd'hui, mais j'ai envie de dire sur le pneu comme sur beaucoup d'autres domaines, pour ne pas dire tous les domaines, intègrent la notion d'écologie. Trop ou pas assez, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est passé peut-être d'un extrême à un autre à aujourd'hui. Reste une notion prix quand même dans tout cela. Si le prix reste abordable, c'est comme pour l'alimentaire. Les gens contribueront, s'intéresseront et sélectionneront en fonction du pneu, puisqu'on parle de pneus recyclables, on parle de pneus 100% en verre également. Donc ça, c'est l'avenir quasi immédiat que les fabricants nous proposent. Et je pense que c'est très bien en termes d'évolution. Il restera le prix également qu'ils pourront mettre à côté de cette démarche écologique qu'on peut tous supporter, mais qu'on ne peut peut-être pas tous acheter en fonction du prix qui sera proposé aux consommateurs demain. Un mot, Oliver, c'est pas le sujet central de cette table ronde, mais vous venez de le dire, et finalement c'est assez peu communiqué dans la presse, j'en suis désolé, mais c'est la notion de responsabilité de la filière qui est exemplaire sur la gestion de ces déchets. Et aujourd'hui, ça fait longtemps pourtant que c'est déjà amorcé tout ça. Finalement, pour vous, c'est pas une nouveauté de traiter la vieille matière. Non, absolument, c'est depuis 2003, hein, Aliapur, donc ça fait presque 20 ans maintenant. Mais on était quasiment l'un des premiers pays à le mettre en place avec d'autres grands manufacturiers. Et aujourd'hui, donc on récolte quasiment 400 000 tonnes quand même de pneumatiques. Ça correspond à plus de 40 millions de pneus par an qui sont retraités. Après, effectivement, il y a la partie com. Il y a la partie communication, c'est-à-dire on n'avait pas pour habitude dans le passé nécessairement d'avoir, même si on le faisait,
on ne le valorisait peut-être pas dans notre communication. Donc, effectivement. C'était moins dans l'air du temps aussi, peut-être, de le dire, quoi. Oui, c'est juste. Effectivement, c'était peut-être moins à la mode, entre guillemets, d'en parler. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier d'avoir mis ça en place. Alors, on continue, hein, c'est-à-dire une fois qu'on a récolté les pneumatiques pour justement développer après des nouvelles matières premières à partir de ce qu'on récupère. Mais donc, on est exemplaire dans le fait de tout récupérer. On a déjà bien commencé à avoir des solutions pour la fin de vie, mais je pense qu'on a encore un beau chemin devant nous aussi pour vraiment avoir quelque chose de vraiment circulaire. Christophe, on arrive au terme de cet échange. Pour essayer de conclure, est-ce que le pneu est ou sera, enfin vous le disiez d'ailleurs en intro, je ne sais pas si on m'entend quand je parle là. Merci. L'emplacement est parfait. Il est parfait. Est-ce que le pneu sera demain le principal levier de fidélisation dans les réseaux ? Bon, alors, juste avant de répondre à cette dernière question, je vais revenir sur ce qu'a dit Oliver, parce que je partage à 200% sur l'aspect professionnel. Et là, on l'a fait conjointement entre fabricants et distributeurs, et c'est une belle réussite. Et je partage aussi son sentiment, on n'a pas assez, ou assez bien en tout cas communiqué, on est tous un petit peu responsables, parce que c'est un vrai plus. Et sur un côté plus personnel, mais je pense qu'on partagera toutes et tous, les pneus dans la nature, on n'en voit quasiment plus à aujourd'hui. Et on se replonge une vingtaine d'années, parce que 2003, ça fait quasiment 20 ans. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Et donc, il y a vraiment un effort de fait. Et il a cité Aliapur, bien entendu, FRP, qu'on peut citer aussi. Mais oui, et WIP, voilà, c'est les trois organismes aujourd'hui. C'est vraiment la profession qui s'est mise dans son ensemble et qui a trouvé les bonnes solutions. Comme quoi, quand on veut tous, on y arrive tous. Pour revenir sur la question, bien entendu que c'est un enjeu majeur et qui va le redevenir. Tout le monde a dans la tête l'électrification du parc, qui est un atout majeur pour le pneumatique et ceux qui le vendent ou qui le vendront. Nous, Point S, qui sommes à l'origine des vendeurs de pneus, même si on s'est énormément étendu en termes d'offres et de services clients, on a toujours voulu, on a toujours su garder également le pneumatique, convaincu qu'il aurait encore et encore plus sa place dans l'avenir plus ou moins proche. Là, on a un avenir qui nous tend les mains. Pour ceux qui savent faire du pneumatique et qui en font, il y a une vraie profitabilité, un vrai service client, de nouveaux clients à aller chercher également. Donc pour moi, c'est aussi le pneu et surtout le pneu. Messieurs, vous êtes confiants sur l'avenir de votre profession ? Alors oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de faire le tour aussi sur le mondial, que ce soit un véhicule de série, un prototype, marque européenne, marque asiatique. Ils roulent tous sur des pneumatiques, d'accord ? Donc aujourd'hui, ce changement qu'on vit avec l'électrification, on sait que la fin du moteur thermique est seulement d'ici 2035. Voilà, une vie d'un véhicule à peu près 15-20 ans. Donc voilà, on parle déjà quasiment de 2055 avant de voir ces véhicules thermiques partir. Mais néanmoins, tous les véhicules qui arrivent, qu'ils soient électriques, hydrogène, ou l'avenir nous le dira, quelle énergie les fera avancer, on est persuadé que ce sera tout de même sur des pneumatiques. Peut-être légèrement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, plus vert, plus sustainable, hein, pour utiliser le mot anglais. Et donc, il y a également le sujet intelligent. Mais ça sera peut-être un sujet pour une autre table ronde. Ça mériterait une autre table ronde. Christophe, le mot de la fin ? Écoutez, je pense qu'on est dans un marché qui se transforme comme beaucoup d'autres marchés aujourd'hui. Ceux qui vont réussir demain, c'est ceux qui anticiperont aujourd'hui. Il faut voir les grandes tendances, d'où l'intérêt de venir dans ce genre de salon, d'événements ou de conférences également. Il faut se faire chacun son idée, en restant sur les siennes, de ce que peut être ou va être l'avenir. Et je pense qu'il est dans de bonnes mains, à la fois avec des fabricants conscients des enjeux économiques, écologiques également, mais avec une distribution qui doit se renouveler également, avec le pneu comme axe central, mais pas que. Et je pense encore une fois, sans citer de trop Point S, on a su nous se diversifier fortement. Ça passe aussi par le pneu, mais ça passe aussi par beaucoup d'autres métiers en complément du pneu également, sans pour autant rendre désuet le pneumatique, ce qu'on n'a bien sûr pas fait chez nous. Merci. Il nous reste 5 minutes devant nous. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants. On fera passer un micro, levez la main s'il y en a. Personne ne lève la main, je considère qu'il n'y a donc pas de questions. Je vous remercie. Juste, si vous souhaitez retrouver, et je le dis aussi puisqu'on est retransmis en streaming, s'il y a des gens qui viennent demain au salon, n'hésitez pas à passer sur le stand de Point S, qui est dans le stand 2.1
emplacement D061, voilà, pour retrouver tous les concepts, les services. 2.S, et puis sur celui de Continental qui est dans le 1, emplacement F070, où vous pourrez retrouver aussi pas les pneus, mais aussi l'équipement, je trouve plus les pièces, enfin voilà. Les pièces, les systèmes de freinage, enfin voilà. Différents équipements, surtout axés après-vente sur le salon aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous et bonne fin de salon. Merci beaucoup.